Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui tombent un peu sur cette vidéo par hasard, je vais me présenter. Donc je m'appelle Lionel Camille, je suis auteur. Depuis 2016, j'ai écrit 5 livres sur des disparitions mystérieuses. Dans ces bouquins, j'ai étudié en profondeur plus de 100 affaires qui sont la plupart du temps irrésolues. Sur Internet, sur YouTube, vous pouvez trouver plus de 60 heures de programmes, de vidéos gratuites dans lesquelles je parle de ces sujets, de disparitions, d'énigmes, de sujets mystérieux. Cet été, l'été 2020, je me suis intéressé à des disparitions irrésolues dans le sud de la France, plus particulièrement dans la forêt de Boscodon, dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour la première fois, je suis allé sur le terrain pour enquêter. J'ai pratiquement fait 2000 km en voiture aller-retour pour me rendre sur place et je n'ai pas été déçu de l'aventure. Je suis allé sur les lieux de ces disparitions avec 2 gars en or qui m'ont accompagné, Pierre-Alain et Franck, que je tiens à remercier. Donc dans cette émission, vous allez voir beaucoup d'images, de vidéos qui ont été tournées sur place, en site naturel. Vous allez aussi entendre des enregistrements audio de personnes que j'ai interviewées sur place. Comme d'habitude, j'ai reconstitué au mieux toutes ces affaires en me basant avant tout sur des articles de presse. Toutes les informations que je vais vous communiquer sont a priori fiables, mais bon, il faut quand même rester prudent, il faut quand même garder du recul. Sachant que toutes ces affaires sont irrésolues, on ne sait pas ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Je vais donc souvent spéculer, mais bon, quand on est face à des mystères, on ne peut qu'émettre que des suppositions. Je vais donc maintenant vous présenter le dossier des disparus de Boscodon, donc une émission en exclusivité sur ma chaîne, Lionel Camille, disparu. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. Donc on va partir dans le sud-est de la France, on va remonter dans le temps, on va remonter jusqu'à la fin 2016, et je vais vous présenter Marie-Christine Camus. Donc Marie-Christine, qui a 62 ans à l'époque, c'est une femme aux cheveux mi-longs, brun-gris, elle mesure 1m65, elle a une corpulence plutôt mince. Marie-Christine, elle est originaire de la région parisienne, elle est née dans le Val-de-Marne, mais à l'époque, elle vit à Saint-Michel-l'Observatoire, une commune dans le département des Alpes de Haute-Provence. Marie-Christine, elle est arrivée assez peu de temps dans la région, elle est arrivée à la mi-2015. Et c'est une femme discrète, elle aime beaucoup la nature et elle adore la randonnée. Marie-Christine a, semble-t-il, une relation avec un homme, dans la région quand même, un homme qui vit à Embrun, dans le département des Hautes-Alpes. Pour être tout à fait clair, ils ne vivent pas ensemble, mais bon, ils ont une relation et ils se voient a priori régulièrement. Le samedi 24 décembre 2016, c'est la veille de Noël, et ce jour-là, Marie-Christine, elle travaille comme bénévole au Resto du Cœur à Sisteron. Et après son travail, elle compte rejoindre son amie à Embrun. Et donc elle part en voiture à bord de sa Fiat Panda blanche. Depuis Sisteron, il faut compter environ 1 heure de route pour rejoindre Embrun. Et donc c'est ce que fait apparemment Marie-Christine dans la soirée. Marie-Christine passe ainsi la soirée du réveillon de Noël 2016 avec son amie à Embrun. Et donc le lendemain, on est le dimanche 25 décembre 2016. C'est le jour de Noël. Et ce jour-là, visiblement, le copain de Marie-Christine travaille. D'après ce que j'ai compris, il aurait un manège pour enfants du côté des Ors, une petite commune proche d'Embrun. Donc Marie-Christine se retrouve seule plusieurs heures ce jour-là. Et on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais je n'ai pas eu accès au rapport de police, mais il semblerait que Marie-Christine, qui était en bonne forme, comme je vous expliquais, plutôt sportive et qui adorait la marche, soit partie faire une balade durant la journée. Selon toute apparence, elle quitte le domicile de son amie avec sa voiture, donc sa Fiat Panda blanche, dans le courant de la journée. Et quand l'ami de Marie-Christine rentre chez lui, après son travail, il constate que Marie-Christine n'est pas rentrée. D'après ce que j'ai compris de manière officieuse, c'est lui, l'ami de Marie-Christine, qui signale sa disparition aux autorités. Voilà, mais bon, le problème, c'est qu'il y a un léger doute au niveau des dates. J'ai lu dans un article de presse la date du lundi 26 décembre, le lendemain. Mais dans l'avis de recherche officiel publié par la gendarmerie, on parle du mardi 27 décembre à 9h. Donc moi j'ai plutôt tendance à me fier aux informations officielles. Et bon, il faut quand même noter que le mardi 27 décembre, c'est quand même le surlendemain. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On commence à chercher Marie-Christine.
Mais le problème, c'est qu'elle est introuvable. Sa disparition est pour le moins inquiétante, parce qu'on ne sait pas où elle est partie exactement, et elle ne donne plus aucun signe de vie. Là, les jours défilent, et on est toujours dans le flou le plus total concernant Marie-Christine. On est toujours sans nouvelles d'elle. Et 5 jours plus tard, il y a un rebondissement. Le vendredi 30 décembre 2016, on retrouve la voiture de Marie-Christine, sa Fiat Panda blanche, dans un lieu surprenant. Sur le parking de l'abbaye de Boscodon. Cette abbaye, elle est située à Crau, donc une commune à environ 10 km d'Embrun. L'abbaye de Boscodon se situe à l'entrée de la forêt domaniale de Boscodon et au pied du pic de Morgon, un sommet montagneux de 2324 mètres d'altitude. On va beaucoup parler de ce pic par la suite. Bien entendu, la voiture est vide et Marie-Christine n'est pas là. Les gendarmes vont quand même trouver un indice intéressant. À l'intérieur du véhicule, ils vont trouver le sac à main de Marie-Christine. Et dedans, il y a toutes ses affaires. Papier d'identité, carte bleue, chéquier et surtout son téléphone portable. Là, les gendarmes ils théorisent que Marie-Christine serait venue faire une balade, donc peut-être dans la forêt de Boscodon. Ils commencent à fouiller les environs de l'abbaye et les sentiers de la forêt de Boscodon. Jusqu'à 25 gendarmes sont mobilisés lors des recherches. En ce qui concerne l'enquête sur la disparition de Marie-Christine, il semblerait qu'elle n'ait démarré que le vendredi 30 décembre, donc après la découverte de sa voiture. Parce que de toute façon, il faut savoir qu'il y a toujours un délai, en général, quand il s'agit d'une personne majeure. Pendant une semaine, l'opération de recherche et de sauvetage se poursuit dans la région, principalement entre les communes d'Écraux et Savines-le-Lac. Et donc là, les forces de l'ordre, ils emploient des gros moyens. Ils fouillent la forêt de Boscodon, ils font venir des équipes cynophiles, c'est-à-dire des chiens pisteurs sur le terrain. Il y a un hélicoptère aussi qui effectue des reconnaissances aériennes. Malheureusement, tous ces efforts ne produiront aucun résultat. Il y a aussi des bénévoles qui mènent leurs propres recherches sur le terrain. On va écouter un témoin nommé Daniel que j'ai interviewé cet été. Le samedi, on s'est rendu sur place avec la personne qui m'avait averti et puis une autre personne. On a commencé à chercher un peu autour de l'abbaye. On a cherché un peu aux alentours, mais bon, la nuit tombait vite. C'était à 5 heures du soir, l'hiver, il fait nuit là déjà. On a cherché un peu, mais bon. Est-ce qu'il y avait de la neige à cette époque? Eh ben non, il avait pas encore neigé. Il y avait juste quelques petites plaques blanches de verglas, de trucs, mais il y avait pas de neige. Puis après, on est revenu le jour de l'an. Bon, là, c'est pareil, pendant une journée, mais c'est tellement immense, sachant pas d'où. Et vous êtes allé où exactement pour faire des recherches? Tout autour dans la forêt, de là où était la voiture. On a pris un peu tous les sentiers, mais bon, pour un peu, ça paraît quand même bizarre de disparaître comme ça. On s'explique pas sa disparition. Donc là, on sait juste qu'on a retrouvé la voiture de cette femme sur le parking, mais après, c'est le mystère total. Une semaine plus tard, début janvier 2017, Marie-Christine Camus, elle est toujours portée disparue. Une dizaine de gendarmes d'Embrun essayent toujours de la localiser sur le terrain. Mais c'est peine perdue. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction Marie-Christine est partie le 25 décembre. Il faut savoir qu'on était en plein hiver. Il n'y avait pas de neige sur le parking, comme nous l'a indiqué le témoin Daniel, mais il y avait des plaques de glace. Les conditions étaient certainement très difficiles en altitude. En effet, l'abbaye de Boscodon, elle est au pied du pic de Morgon, donc un sommet montagneux de plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un sommet des Alpes du Sud qui se trouve à cheval sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Il est à la limite entre les communes de Pontis et surtout d'Écraux, dont on va pas mal parler. J'ai interviewé personnellement le maire d'Écraux, Monsieur Gandois, sur ces affaires. Vous trouverez son interview vers la fin de cette émission. Il faut préciser que le pic de Morgon, c'est un lieu de randonnée très populaire, mais faire son ascension un 25 décembre, ça paraît assez peu probable. Le mercredi 4 janvier 2017, la gendarmerie lance un appel à témoins et un avis de recherche concernant Marie-Christine Camus qui est relayé sur les réseaux sociaux. Et dans le communiqué de la gendarmerie, il est indiqué qu'on cherche une femme mince, susceptible de porter des chaussures de randonnée. Mais force est de constater que jusqu'à présent, toutes les investigations menées par les gendarmes n'ont rien donné et le dossier est dans l'impasse. En septembre 2020, presque 4 ans après les faits, on ignore toujours le destin exact de Marie-Christine Camus. Pour ses proches, il est impossible de faire leur deuil, car trop de questions sans réponse restent en suspens.
La justice n'a pas réussi à résoudre cette énigme pour le moment, mais le dossier n'est pas fermé. Et il faut souligner aussi que ces dernières années, il y a une association qui a fait un travail remarquable, l'association ARPD. L'ARPD, ça signifie Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Fondée en 2003, cette association constituée uniquement de bénévoles, des anciens gendarmes, des avocats, des policiers à la retraite, etc., intervient auprès des familles qui sont touchées par la disparition d'un proche, majeur ou mineur. L'ARPD n'a pas cessé de travailler sur cette affaire. Personne n'est parvenu pour l'instant à percer le mystère. Qu'est-il arrivé à Marie-Christine Camus près de l'abbaye de Boscodon le 25 décembre 2016 ? Nous allons maintenant tenter de répondre à cette question dans la partie commentaires et analyse. Je vais commencer par une première remarque. Pour moi, cette affaire a mal démarré pour plusieurs raisons. D'abord, on a perdu beaucoup de temps au début de l'enquête. La voiture de Marie-Christine Camus n'a été localisée que 5 jours après sa disparition, alors qu'elle était qu'à 10 km du dernier endroit où elle avait été vue. 5 jours, c'est long, je trouve. Il se trouve que voilà, la disparition n'a pas été signalée tout de suite. Comme je vous expliquais, il y a un petit flou au niveau des dates. A priori, elle n'aurait été signalée que le 27 décembre à 9h. Le surlendemain. Il y a donc eu un retard à l'allumage et on sait que ce retard ne se rattrape jamais. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est la caractéristique de beaucoup de dossiers non élucidés. Après, c'est aussi le problème avec les disparitions d'adultes. Voilà, on a le droit de ne pas donner de ces nouvelles. Toute personne majeure et ayant toutes ses pleines capacités mentales a le droit de partir sans prévenir quiconque. On peut comprendre pourquoi les forces de l'ordre attendent un peu aussi, parfois, avant de lancer des recherches. Donc il y a eu ce retard au départ de l'enquête, mais ça n'est pas terminé. Je pense que disparaître un 25 décembre, c'est sans doute l'un des pires cas de figure. Parce que les gendarmes, ils font certes leur travail, mais bon, la plupart des gens à cette époque-là, ils ont plus la tête à festoyer en famille qu'à participer aux recherches sur le terrain. On va maintenant passer en revue toutes les différentes théories susceptibles d'expliquer la disparition de Marie-Christine. On va commencer par écarter la piste de la disparition volontaire. Elle semble assez peu crédible, parce qu'aucun mouvement n'a été enregistré sur ses comptes bancaires. On va plutôt se focaliser sur 2 pistes principales. Tout d'abord, l'accident. Bon, personnellement, la piste accidentelle me paraît assez peu probable. Je vous ai déjà expliqué, faire l'ascension du pic de Morgon un 25 décembre, c'est un peu insensé. En plus, Marie-Christine, c'était une randonneuse aguerrie. Elle avait l'expérience de la montagne. Je pense pas qu'elle se serait aventurée en altitude. Et Daniel, le témoin que vous avez entendu précédemment, m'a confié une information intéressante. Il m'a expliqué que Marie-Christine avait fait un stage de bergère. Et c'était donc une montagnarde avec de l'expérience. Elle connaissait les dangers de la montagne. Et ce qui est étrange aussi, c'est qu'elle ait laissé toutes ses affaires dans la voiture. À la rigueur, je veux bien croire qu'elle ait laissé son sac, mais bon, est-ce qu'elle n'aurait pas emporté son téléphone portable quand même ? Ceci dit, il est quand même possible qu'elle n'ait pas emmené son portable, parce que moi j'ai déjà étudié pas mal d'affaires, des cas de disparition dans lesquels les randonneurs partent en laissant leur téléphone portable, et ça c'est une grosse erreur. Voilà, petit conseil à vous, chers spectateurs et spectatrices, emportez toujours votre portable avec vous, parce que voilà, si vous avez un accident comme ça, tout seul, quelque part, au moins vous pouvez tenter d'appeler les secours. Il faut quand même faire preuve d'honnêteté intellectuelle. On ne peut pas écarter l'hypothèse que Marie-Christine Camus soit partie effectivement faire une balade dans cette forêt de Boscodon ou sur les hauteurs et qu'elle ait un accident, qu'elle soit tombée dans un lieu inaccessible. Ça n'est pas impossible, elle a pu tomber dans un lieu masqué par la végétation, d'accord, mais bon, il faut quand même dire une chose importante. On ne sait pas si elle est vraiment partie faire cette randonnée. On ne sait pas, on a juste retrouvé sa voiture sur le parking, et ça veut rien dire, On va maintenant étudier une autre piste qui me paraît peut-être plus crédible que celle de l'accident, la piste criminelle. Il est primordial de dire que dans ce dossier, la gendarmerie a fait son travail. Elle a bien sûr fait des vérifications. Elle s'est intéressée à l'entourage de Marie-Christine Camus, notamment son amie, qui est la dernière personne à l'avoir vue. Bon, je vais être franc avec vous, je vous cache pas que j'ai été un peu surpris par le délai, le temps mis par l'ami de Marie-Christine pour signaler sa disparition aux autorités. Ça n'a été fait que le surlendemain, si l'on s'en tient aux informations officielles. Mais il faut pas en tirer de conclusions hâtives non plus. Attention. Ce qui est sûr, c'est que l'ami de Marie-Christine, qui vit à Embrun, avait un alibi.
des vérifications ont été conduites par les policiers, par les gendarmes. Et d'après Philippe, le référent de la RPD des Alpes de Haute-Provence, un ancien gendarme que j'ai interrogé, eh bien apparemment donc les enquêteurs ont fouillé la maison de l'amie de Marie-Christine. La police scientifique a même inspecté sa voiture. Ils auraient recherché des traces de sang à l'intérieur de son véhicule. Et l'ex-ami de Marie-Christine n'a pas été inquiété. Donc il doit être par conséquent présumé innocent. Ce dossier, il faut le dire, est plutôt nébuleux, hein. On n'est sûr de rien. Et si Marie-Christine a décidé d'aller faire une balade solitaire le 25 décembre dans la forêt de Boscodon, elle a pu faire une mauvaise rencontre, hein. Elle a pu rencontrer quelqu'un qui n'était pas de son entourage. Parce qu'à mon avis, l'endroit devait être désert, hein. L'abbaye, elle est ouverte toute l'année, mais bon, un 25 décembre, la plupart des gens sont en famille, hein. Je pense qu'il ne devait pas y avoir grand monde. Il faut se poser la question de savoir qui Marie-Christine a pu rencontrer sur le parking de l'abbaye de Boscodon ce 25 décembre 2016. Et là, il se trouve qu'il y a plusieurs suspects potentiels dans cette affaire. Alors là, attention, je vais vous donner des informations sourcées et vérifiables, hein. Ce sont des infos qui sont sorties dans la presse. Tout ce que je vais vous dire est vérifiable. Dans un premier temps, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi. Mais attendez un peu. En juillet 2019, 3 personnes, 2 femmes et un homme, ont déposé plainte pour agression sexuelle auprès du procureur de Toulouse, à l'encontre d'un prêtre dominicain. Les faits remontaient aux années 80. Tous les 3 étaient mineurs à l'époque. Ils étaient âgés entre 12 et 16 ans quand ils ont subi des attouchements. Les 3 plaignants ont appris que les faits étaient prescrits au niveau pénal. Apparemment, ce prêtre, présumé abuseur, qui aurait fait d'autres victimes dans le cadre de ses fonctions, avait fait l'objet d'un procès canonique, c'est-à-dire selon la justice de l'Église, en 2008. Et le religieux avait reçu comme sanction une suspension de ministère de plusieurs années. La culture du secret étant très forte dans l'Église, cette sanction n'avait pas été rendue publique à l'époque, ni même communiquée aux victimes. Le prêtre abuseur a ainsi été envoyé à l'étranger pour la purger. Vous vous demandez probablement pourquoi je vous raconte tout ça. Vous allez comprendre. À son retour en France, devinez où ce prêtre a été affecté. Il a été affecté à l'abbaye de Boscodon, où il a été en fonction jusqu'en 2017. Autrement dit, il était certainement dans les parages lors de la disparition de Marie-Christine Camus le 25 décembre 2016. Jusqu'ici, cela n'en fait pas un coupable, hein. Mais il y a d'autres points troublants. Selon l'article du journal La Croix, l'homme aurait, dans les années 85-86, agressé un jeune homme lors d'une randonnée de plusieurs jours dans les Pyrénées. Ce religieux était donc randonneur. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas une messe le 25 décembre 2016 à l'abbaye de Boscodon? Je n'ai pas réussi à obtenir la confirmation, mais j'ai trouvé sur un blog de randonnée sur internet un document prouvant qu'il y avait bien eu une messe le 25 décembre 2014, 2 ans plus tôt. Donc il y a pu en avoir une le 25 décembre 2016. Est-ce que Marie-Christine Camus aurait assisté à cette cérémonie sur place? Dans ce cas-là, elle aurait pu croiser la route de cet homme. Il semblerait que la justice se soit intéressée à cet individu, hein. Le problème, c'est que ce prêtre, il a désormais 71 ans, et suite à un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, en octobre 2018, cet homme souffre d'hémiplégie, c'est-à-dire d'une paralysie du côté droit, et il séjourne désormais dans un EHPAD. Donc un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes. Donc, on ne sait pas s'il est encore capable de répondre aux questions des enquêteurs. Donc je vais tout à fait être sincère, comme d'habitude, je ne suis pas là pour défendre ce prêtre dominicain. Il a commis des actes très graves auprès d'enfants. Il est incontestablement coupable dans ces affaires, parce qu'en plus il a reconnu les faits. Il a aussi exprimé des profonds regrets et a demandé pardon. Voilà. Donc ça n'est d'ailleurs pas un hasard à mon avis, s'il a fait un AVC, il devait en avoir lourd sur la conscience. Bon, c'est une autre question. La question du pardon, c'est un sujet très très complexe. Cela ne nous regarde pas, c'est entre lui et ses victimes. Mais en ce qui concerne la disparition de Marie-Christine Camus, j'ai du mal à croire qu'il soit impliqué.
Moi, je trouve que ce frère dominicain, c'est un peu le coupable idéal. C'est un peu trop facile. Je doute de sa culpabilité pour plusieurs raisons. D'abord, le profil de ses victimes. D'après ce qu'on sait, il ne s'en est pris qu'à des adolescents, en plus âgés entre 12 et 16 ans. Or, Marie-Christine avait la soixantaine. De plus, donc, ce moine, il avait quand même 67 ans en 2016. Est-ce qu'il avait la force physique de neutraliser Marie-Christine aussi, qui était quand même une femme en pleine forme? C'est pas sûr. Donc voilà, en tout cas, il fallait évoquer cette piste. Mais dans cette affaire, il y en a d'autres pistes, il y en a d'autres. Et il y a notamment aussi un client assez sérieux qui a été mentionné. Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, c'est un homme tristement célèbre en France. Âgé de 37 ans, ancien militaire, ex-maître chien. Lelandais, il est sous le coup de 3 mises en examen. L'une pour le meurtre de la petite Maëlys, qui n'avait que 9 ans. Une autre pour la mort du caporal Arthur Noyer, 22 ans. Et il est aussi mis en examen pour des agressions sexuelles sur 3 petites cousines. En 2018, la cellule Ariane, une cellule spéciale composée de 7 gendarmes, a tenté de reconstituer le passé de Lelandais pour savoir s'il n'aurait pas pu être impliqué dans d'autres affaires de disparition irrésolues en France. Les enquêteurs, ils ont essayé de retracer le parcours de Lelandais en étudiant ses déplacements, ses mouvements bancaires et ses données de téléphonie mobile. La cellule Ariane, elle a étudié près de 900 dossiers pour vérifier l'implication éventuelle de Lelandais. Elle a fait des investigations complémentaires et comptabilisé au minimum 17 dossiers de disparition dans lesquels Lelandais aurait pu jouer un rôle. Et le dossier de Marie-Christine Camus a été cité. Je dois dire que là encore, je suis assez sceptique quant à la culpabilité de Lelandais dans cette affaire. Pourquoi pas après tout, mais bon, c'est vrai que ce Lelandais est une personne assez peu recommandable, mais bon, de là à l'accuser de toutes les disparitions irrésolues en France, quand même, il faut quand même peut-être raison garder, je sais pas. Moi, je pense que dans cette affaire, il faut peut-être pas aller chercher aussi loin. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens. Qu'a fait Marie-Christine le jour de sa disparition ? Qui a-t-elle rencontré ? Voilà, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Je vous laisse arriver à vos propres conclusions. Il y a une autre chose importante à dire. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'une mise en scène dans ce dossier. Au fond, rien ne nous permet de dire que Marie-Christine était effectivement près de l'abbaye ce jour-là. On ne sait pas si elle est venue là, parce qu'il n'y avait aucun témoin. Elle a très bien pu être agressée et tuée ailleurs. Quelqu'un aurait ensuite ramené sa voiture sur le parking de l'abbaye de Boscodon pour égarer les enquêteurs, pour faire croire à sa disparition lors d'une randonnée en montagne. Je vais maintenant porter à votre connaissance un détail qui n'a encore été jamais révélé. C'est un détail qui m'a été donné par Philippe, donc le membre de l'ARPD. Un détail qui est très intéressant et qui pourrait peut-être nous laisser penser à une mise en scène. On aurait retrouvé la clé de la voiture de Marie-Christine cachée sous sa roue, ou plutôt sur la roue, sous l'aile. C'est une technique qui serait utilisée par des randonneurs. Ça leur éviterait d'emporter leur clé avec eux et de la perdre. Mais les proches de Marie-Christine sont assez sceptiques quant à cette explication. Tout le monde doute que Marie-Christine aurait fait ça, pour une raison assez simple. Elle tenait beaucoup à sa voiture. Et on va écouter un enregistrement audio de Philippe. C'est une voiture qu'elle venait de s'acheter, donc qui n'était pas neuve, qui était d'occasion, mais qui était assez, d'après ce que j'ai un peu compris par sa sœur, qui était assez récente. Et c'est une voiture qu'elle y tenait beaucoup. Et d'après ses amis qui demeurent du côté de Fort-Caliquier, moi j'avais posé la question concernant est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu laisser les clés, comme ils font soi-disant, bon je n'en ai jamais entendu parler, soi-disant les marcheurs, au lieu de s'embarquer avec les clés des voitures, ils les laissent dans sous la roue. Moi je n'ai jamais entendu parler de ça, surtout par les temps qui courent. Voilà, tu vas pas laisser tes clés de bagnole, sachant que tout le monde peut le savoir. Et d'après ses amis, elle n'aurait jamais laissé les clés de voitures comme ça. Alors attention, certains randonneurs et alpinistes font ça, ils cachent leurs clés de voiture sous la roue comme ça. Mais on n'est pas sûr du tout que Marie-Christine Camus l'a fait ce 25 décembre 2016. Est-ce que quelqu'un a fait ça pour brouiller les pistes ?
Donc dans ce dossier, moi j'ai tendance à privilégier la piste criminelle, comme nombre de personnes que j'ai interrogées sur place. Je pense qu'il faut faire preuve de patience et de conserver espoir. L'enquête peut être réouverte, elle peut encore aboutir à la manifestation de la vérité. Souhaitons que justice soit rendue un jour à Marie-Christine, c'est le meilleur à souhaiter à ses proches. Donc cet été, je suis allé sur place, j'ai eu l'occasion de me promener près de l'abbaye de Boscodon, dont vous avez vu des images que j'ai tournées moi-même. J'ai eu l'occasion d'aller dans la forêt de Boscodon. C'est vrai que c'est un lieu paisible, c'est un endroit qui dégage une certaine sérénité. On peine à croire qu'un événement sinistre ait pu se produire à cet endroit, mais bon. En 2016, la disparition de Marie-Christine Camus, elle a marqué les esprits dans la région. Mais le pire, c'est que, 1 an et demi plus tôt, une autre femme avait déjà disparu sans laisser de traces, exactement dans le même secteur. Le mardi 2 juin 2015, un groupe de randonneurs de 5 personnes originaires de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, vient faire l'ascension du pic de Morgon, un sommet montagneux proche de l'abbaye de Boscodon, dont on a déjà parlé précédemment. Une femme de 65 ans nommée Monique Thibert fait partie du groupe. Mesurant 1m60, les cheveux noirs mi-longs, Monique, elle est de corpulence moyenne. C'est une femme qui a une vie bien remplie. Elle est conseillère municipale à Hauteville, dans l'Ain. Elle occupe ses fonctions depuis mars 2014. Monique, elle est mère de 3 enfants, elle a 3 filles, et elle est 7 fois grand-mère. Pour se distraire, Monique, elle fait régulièrement de la marche avec un groupe d'amis. Elle est membre du club de randonnée et du club de ski de sa commune. Elle a déjà eu l'occasion de venir dans la région, notamment faire du ski l'hiver, mais par contre, ce jour-là, c'est la première fois qu'elle randonne sur le massif du Morgon. Avant de poursuivre, on va faire une pause pour bien vous présenter l'itinéraire de cette randonnée jusqu'au pic de Morgon, afin que vous puissiez bien visualiser les lieux. La distance globale de cette randonnée avoisine les 9 km aller-retour. Il faut compter entre 3 et 5 heures pour l'accomplir. Ça dépend si on fait des pauses, etc. Ça dépend aussi évidemment de son niveau. Bien qu'un peu difficile dans sa dernière partie, cette randonnée est considérée comme plutôt familiale. En général, la majorité des visiteurs démarrent la randonnée depuis le parking du Grand Clos, un parking qui est situé à 1660 mètres d'altitude. Vous voyez ça sur la carte. Et depuis le parking du Grand Clos, c'est l'itinéraire donc le plus direct et le plus fréquenté. Il y a d'autres itinéraires, mais bon, là c'est vraiment l'itinéraire classique. Pour atteindre ce parking, il faut emprunter depuis l'abbaye de Boscodon une route forestière non goudronnée qui fait environ 5 km. La majorité des randonneurs se garent donc sur ce parking du Grand Clos. Ils laissent leur véhicule et ils partent ensuite à pied. Donc au début de la randonnée, on suit un large chemin qui grimpe rapidement et qui s'enfonce dans une forêt de conifères assez épaisse. Le balisage est rare, il n'y a pas beaucoup de panneaux, mais bon, le tracé du sentier est évident. À quelques endroits, le chemin est à flanc de montagne, ça laisse apparaître entre les sapins le lac de Serre-Ponçon, donc il y a un très grand lac qui a environ 4 km en contrebas. La vue est magnifique. En résumé, il est quasiment impossible de se perdre sur ce sentier. Après environ 2 km de marche, on atteint les portes de Morgon qui s'ouvrent sur le cirque de Morgon. Un splendide cirque naturel qui est bordé à l'ouest par le pic de Morgon et à l'est par le pic de Charence. Et après avoir franchi les portes de Morgon, en fait, on continue le sentier comme ça, sur un plateau, au milieu des alpages. C'est vraiment très agréable. À cet endroit-là, en plus, la randonnée est très facile. On est quasiment sur du plat. À un moment, on passe quand même près d'un endroit qui est assez repérable. C'est une bergerie. En fait, 2 cabanes avec un enclos pour les moutons. Voilà, donc la traversée du cirque de Morgon, elle est reposante et agréable. Le sentier, il est bien dessiné et la visibilité est très bonne. La vue porte très loin, donc là, encore une fois, il est très difficile de se perdre. Arrivé à la base du pic de Morgon, il ne reste plus qu'à faire l'ultime montée jusqu'au sommet. Avec presque 700 mètres de dénivelé au total, la randonnée devient plus difficile quand même dans sa dernière partie, parce que le sentier, il est constitué désormais essentiellement de pierres. Ça ressemble beaucoup à un lit de ruisseau asséché, et la pente là, elle devient raide. Bon,
Ça commence à chauffer au niveau des jambes, mais bon, l'effort en vaut la chandelle, parce que lorsqu'on atteint le sommet du pic de Morgon, on découvre une vue grandiose à 360 degrés sur le lac de Serponçon, qu'on peut admirer dans son intégralité. On peut aussi admirer le cercle de Morgon. Le site, il offre l'un des plus beaux panoramas des Alpes du Sud. Et on comprend pourquoi autant de monde se presse sur place. Généralement, les promeneurs, ils se reposent un peu au sommet et puis bon, ils repartent. Donc là, ils ont plusieurs solutions, hein. Ils peuvent soit reprendre le chemin en sens inverse, mais il y a une autre option possible. On peut suivre la ligne de crête en direction du sud-est. En clair, on peut faire le tour aérien du cirque de Morgon. Et encore une fois, la vue, elle est grandiose. Mais par contre, il faut quand même faire attention sur certaines portions. Le chemin est déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Donc, comme je vous l'expliquais, cette randonnée est très prisée et chaque année, il y a des milliers de personnes qui viennent sur place. Et c'est exactement ce que vient faire Monique Thibert le 2 juin 2015. Vous allez maintenant voir une photo très importante. C'est une photo de Monique prise ce jour-là. On va prendre un court instant pour décrire sa tenue vestimentaire. Donc on voit qu'elle porte un ensemble Adidas noir avec des bandes blanches sur le côté. Elle a un t-shirt à manches courtes, un pantacourt, une casquette rouge avec un logo caisse d'épargne. Au pied, elle porte des chaussettes blanches et des chaussures de marche. Sur le dos, elle a un sac à dos gris et rouge de petite contenance avec une bouteille d'eau. On voit qu'elle porte aussi un petit sac en bandoulière, sûrement pour son mini caméscope qu'elle tient à la main. Enfin, elle porte des lunettes de soleil à monture en plastique noir et ses cheveux sont noués par une pince. Donc ce mardi 2 juin 2015, Monique effectue cette randonnée avec ses 4 amis. Et comme on le voit sur la photo, le temps est splendide. Donc là, le groupe atteint le pic, puis voilà, il fait comme la plupart des gens. Il redescend tranquillement. Vers 14h30, 15h, le groupe se rend compte de l'absence de Monique. En fait, ils l'ont perdue de vue lors de la descente. Apparemment, Monique avait pris un peu d'avance sur eux, mais ils l'ont jamais rattrapée. Ils s'imaginent qu'elle est peut-être en train de les attendre plus bas, mais malheureusement, Monique n'est nulle part en vue. Donc là, ils commencent à la chercher, ils interrogent les autres randonneurs, sans succès. Monique n'est pas au parking du Grand Clos non plus, là où ils avaient garé leur voiture. Force est de constater que Monique, elle s'est évaporée dans la nature. Là, les 4 amis de Monique préviennent les secours. La gendarmerie est assez réactive, il démarre assez vite les recherches. Une opération de recherche est lancée comme ça. En montagne, c'est pas facile, donc ils commencent à aller sur les sentiers, ils refont le parcours. Ils lancent aussi un appel à témoins. Toute personne ayant croisé Monique sur les sentiers ou ayant des informations relatives à sa disparition sont invitées à se faire connaître. Le 3 juin 2015, le lendemain, 2 équipes cynophiles viennent sur place. On fait venir des chiens pisteurs. Dans un souci d'efficacité, les chiens, on ne veut pas trop les fatiguer, donc on les héliporte au sommet du pic de Morgon et on redescend le pic par plusieurs voies possibles. On essaie de retrouver la piste olfactive de Monique. Le problème, c'est que les chiens, apparemment, sont tenus en échec. Là, ce jour-là et les jours qui suivent, les recherches pour retrouver Monique montent en puissance. Il y a d'importants moyens qui sont déployés, hélicoptères, il y a une trentaine de personnes qui viennent sur place, des gendarmes, des pompiers, des CRS aussi. Mais le problème, c'est que la zone de recherche est vaste. C'est vaste, c'est très très grand cette zone. Et elle s'étend depuis Crau, donc depuis l'abbaye de Boscodon, jusqu'aux hauteurs du Morgon. Donc c'est vraiment un périmètre très important. Et encore une fois, c'est très sauvage, donc c'est difficile de pouvoir explorer la végétation. Et il y a des lieux aussi inaccessibles. Le samedi 6 juin, la zone de recherche est encore élargie. Comme souvent dans ces affaires, la famille de Monique vient sur place, ses filles viennent avec leur mari, avec des amis, ils participent aux recherches. Ils placardent aussi des affiches au niveau des parkings de l'abbaye de Boscodon, au niveau du parking du Grand Clos et aussi de Savines-les-Lacs. On essaie de sensibiliser les gens sur cette disparition, au cas où quelqu'un aurait une information.
Malheureusement, ça ne donnera rien. L'important dispositif de recherche mis en place par les autorités ne produira aucun résultat et les espoirs s'amenuisent. Voilà, les recherches systématiques vont être stoppées le dimanche 7 juin, 5 jours donc après la disparition de Monique. Donc là, les autorités annoncent quand même que des recherches ponctuelles pourront être menées. Elles vont quand même continuer, mais avec des effectifs réduits. Le vendredi 12 juin 2015, par exemple, 3 gendarmes inspectent le versant sud de la montagne, au-delà de l'abbaye de Boscodon. Mais bon, encore une fois, c'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment immense comme zone. Donc 2 semaines après le drame, les proches de Monique, ils sont toujours mobilisés pour la retrouver, évidemment eux. Donc 11 membres de la famille se rendent durant un week-end pour participer à de nouvelles recherches, qui encore une fois se révéleront malheureusement infructueuses. Le 20 juin, les filles de Monique lancent un appel dans le journal du Dauphiné. Les jours suivants, ça continue. Par exemple, le 22 juin 2015, les secours recourent à un drone, qui n'est pas un jouet comme on dit certains commentateurs de mes vidéos YouTube. Mais c'est un outil qui permet d'accéder à des lieux très inaccessibles, des lieux accidentés. Parce qu'encore une fois, cette zone, on ne peut pas se rendre partout à pied comme ça, Et, par moment, le drone, c'est le seul moyen pour accéder aux endroits qui sont très escarpés. Voilà, encore une fois, ça ne donnera rien, évidemment. Donc à cette période, comme j'ai noté que 3 semaines après la disparition de Monique, de nouvelles recherches vont être menées en bas de 9 falaises et au bord du lac aussi, donc le lac de Serponçon. Donc apparemment, le bas de certaines falaises a été vérifié. Ce sont des zones assez périlleuses, mais encore une fois, tous ces efforts ne donneront rien. Voilà, donc là, on est maintenant 6 mois plus tard, début décembre 2015, et Annick Robert, la sœur de Monique, elle indique que les autorités lui ont demandé le nom de son dentiste afin d'obtenir son dossier dentaire. Voilà, au cas où on retrouverait peut-être des restes. Malheureusement, on n'a toujours rien retrouvé de Monique à cette époque, vraiment rien, Elle a disparu vraiment sans laisser de traces. Donc pour la famille de Monique, cette disparition reste un mystère, parce que la famille a indiqué qu'elle avait fait en long, en large et en travers le Morgon. Donc ils ont passé beaucoup de temps. Donc disons clairement les choses, 5 ans après sa disparition, on ne sait toujours pas où est passée Monique Thibert. Et comme dans la plupart de ces affaires, la famille de Monique reste seule avec son désarroi et ses questions sans réponse. On vient de voir les faits, on va maintenant passer à la partie commentaires et analyse. C'est vrai, on ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Des personnes apparemment équilibrées, apparemment heureuses, qui ont une vie sans histoire, peuvent faire le choix de disparaître sans en informer leurs proches, de partir comme ça. Néanmoins, rien n'indique que c'était le cas de Monique, rien n'indique que Monique Thibert ait décidé de s'enfuir. Est-ce qu'elle aurait abandonné toute sa famille, sa nombreuse famille, et une vie a priori épanouissante? C'est assez peu sûr. Moi, de mon point de vue, la piste criminelle est aussi plus qu'incertaine, contrairement à l'affaire qu'on a vue précédemment, celle de Marie-Christine Camus. Pourquoi? Parce que dans le cas de Monique Thibert, on n'a trouvé aucune trace de lutte. Et puis encore une fois, une agression comme ça dans la nature en plein jour, c'est pas facile. Il y avait beaucoup de témoins potentiels. Encore une fois, il y a beaucoup de monde sur les sentiers du Morgon à cette période. Et puis encore une fois, c'est un public familial. Voilà, l'ambiance est bon enfant. En ce qui concerne Marie-Christine Camus, c'est différent. Parce qu'elle était pas très loin à vol d'oiseau, près de l'abbaye de Boscodon, un 25 décembre. Et le 25 décembre, il y a beaucoup moins de monde. L'endroit était a priori désert. Là, il a pu y avoir agression. Mais en ce qui concerne Monique, moi j'ai du mal à l'imaginer. Mentionnons quand même qu'à l'époque, la famille de Monique a déclaré ne pas écarter la possibilité d'un enlèvement, en raison d'un témoignage. On aurait vu une voiture immatriculée en Italie partir à vive allure du parking du Grand Clos ce jour-là. Donc l'information a été transmise à la gendarmerie, mais bon, les enquêteurs n'ont pas suivi cette piste parce que pour eux, les heures ne correspondaient pas. Ils ont abandonné cette piste. Moi, je doute de la piste criminelle dans ce dossier. Mais il y a d'autres pistes. Pour être complet, il faut quand même évoquer d'autres pistes, d'autres possibilités. Par exemple, l'éventualité d'une attaque par un animal sauvage. Bon, mais cette hypothèse ne tient pas la route parce que
Il n'y a pas d'ours dans les Alpes déjà, et puis il y a des loups, d'accord, mais bon, j'ai vu des filets de protection anti-loup près de la bergerie notamment. Une attaque par un loup, ça paraît assez improbable aussi, parce que les loups d'abord ils sont assez craintifs, ils vont pas s'attaquer à l'homme comme ça gratuitement, je pense qu'ils ont souvent plus peur de l'homme que l'inverse, et en plus en cas d'attaque par un prédateur, comme je l'ai déjà dit, en général c'est un carnage, vous trouvez du sang, vous trouvez des traces partout, hein, et on aurait probablement retrouvé le corps de Monique quelque part au bout d'un moment. Là elle s'est envolée. Donc quand on procède par élimination, on se rend compte qu'il n'y a plus qu'une seule hypothèse qui paraît tenir la route, c'est celle d'un accident. Dans ce dossier, la thèse accidentelle paraît s'imposer, mais le problème c'est qu'on a du mal à croire que Monique ait pu se perdre, parce que les sentiers sont très bien dessinés. Il est quasiment impossible de s'égarer. Donc si Monique a eu un accident ce jour-là, la question reste de savoir où. La meilleure façon de se faire une idée, c'était d'aller voir sur place. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire avec mes amis Pierre-Alain et Franck. Donc on a refait ensemble cet été la randonnée sur le pic du Morgon, on a refait le parcours supposé de Monique et on a repéré 2 zones particulièrement dangereuses. Zone numéro 1, la ligne de crête. L'endroit est assez impressionnant. Et sur la ligne de crête, en fait, il y a 2 passages qui sont assez délicats. En effet, là, les randonneurs doivent passer sur des rochers pouvant être très glissants par temps humide. L'utilisation des mains est d'ailleurs nécessaire par sécurité. J'y suis allé donc moi-même et c'est assez chaud, je dois dire. Sur 20-30 mètres, là, on peut se faire peur. Ce passage est déconseillé d'ailleurs pour les personnes qui sont sujettes au vertige. Spécial dédicace à mon ami Pierre-Alain qui a dû rebrousser chemin. Il a eu raison, il ne sentait pas, il a eu raison de prendre une autre voie. En cas de vent violent, l'endroit est vraiment déconseillé. Encore une fois, vous pouvez être poussé dans le vide. Ça devient très périlleux parce que si vous tombez là, voilà, vous ne pouvez pas vous arrêter. Un indice pourrait d'ailleurs nous laisser penser que Monique est effectivement tombée dans le vide à cet endroit le 2 juin 2015. Dans un article du 16 octobre 2015, le site d'ici.fr, qui est celui d'une radio basée à Gap et qui a, je dois dire, fait un bon travail de suivi dans cette affaire, il a révélé une information assez intrigante. Dans cet article, il est indiqué qu'un étui à lunettes aurait été trouvé en juillet 2015 sur la ligne de crête, plus particulièrement sur le point 2221 du pic du Morgon, à 2221 mètres d'altitude. Les secours ont envoyé une photo de cet étui à lunettes. Ils l'ont envoyé aux petits-enfants de Monique qui l'auraient reconnu. Annick Aubert, l'une des filles de Monique, a ensuite lancé un appel aux alpinistes de la région ainsi qu'au CAF, c'est-à-dire au Club Alpin Français. En fait, en gros, c'est la Fédération Française des Alpinistes des Hautes-Alpes. La sœur donc de Monique a demandé à ce que des alpinistes puissent éventuellement aller dans le secteur pour vérifier l'endroit. Ma sœur a probablement glissé à cet endroit, a déclaré Madame Aubert. Et c'est vrai que le secteur est dangereux, je vous ai dit, hein. L'endroit est glissant. Il y a un détail important que j'ai noté. On a vu que Monique portait des lunettes de soleil ce jour-là, sur la dernière photo qui a été prise d'elle, ce 2 juin 2015. Et dans un article du Dauphiné, j'ai noté que ces lunettes de soleil servaient également de lunettes de vue à Monique. Donc là, on peut imaginer un scénario. Imaginons que, alors qu'elle est sur la ligne de crête, comme ça, au point 2221, un endroit assez périlleux, Monique veut ranger ou nettoyer ses lunettes. Voilà, donc imaginons qu'elle sorte son étui à lunettes, l'étui à lunettes lui tombe des mains, elle a un moment d'inattention, voilà, et là elle chute, elle perd l'équilibre, elle tombe dans le ravin. Voilà, donc là si vous faites une chute à cet endroit, vous n'avez aucun arbre auquel vous accrocher, vous roulez dans un toboggan là et vous tombez dans un ravin qui fait dans les 300 mètres de hauteur. Autant vous dire que la chute est fatale dans de nombreux cas. Si Monique était seule à ce moment-là, parce qu'il y a du monde sur le pic du Morgon, il y a du monde sur la ligne de crête, mais bon, c'est pas non plus la file d'attente au Pôle emploi, hein. Il y a de l'espace entre les gens. S'il n'y a pas eu de témoin, voilà, personne ne l'a vu tomber, tout simplement. Et puis, il y a une autre information intéressante qui m'a été donnée par Franck, qu'on va voir dans les petits reportages après. Une personne qui tombe en montagne comme ça, souvent, elle ne crie pas. Donc tout a pu se passer très très vite et en silence. À vrai dire, on ne sait pas si le secteur en bas de la ligne de crête a été vérifié. Il faudrait le passer au peigne fin pour en avoir le cœur net. Madame Aubert, elle a déclaré que la zone n'avait pas été fouillée par des drones. Elle a déclaré dans une interview. Ils ne sont pas allés de ce côté-là, apparemment.
Alors je ne sais pas ce qui a été exactement fait, je ne sais pas trop. Encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer les secours. Je veux dire, parce qu'effectivement, des recherches comme ça, c'est un coût financier. Je veux dire, si vous avez recours à des professionnels, voilà, il faut les payer ces gens-là, c'est normal. Tout travail mérite salaire, surtout que c'est un travail risqué. Bien sûr, il y a des gens qui proposent leur aide, le faire bénévolement. Mais là encore, il ne faut pas oublier que c'est risqué. Et il faut toujours penser à la sécurité des personnes qui participent aux recherches. Donc moi, ce scénario d'une chute sur la ligne de crête, il m'a paru intéressant dans un premier temps, mais après réflexion, je doute que Monique ait succombé à un accident à cet endroit. Parce que tout d'abord, on n'est pas sûr que l'étui à lunettes lui appartenait vraiment. Comme l'a déclaré sa fille, il aurait fallu qu'on procède à un test ADN. Parce que ces petits-enfants ont cru reconnaître cet étui, mais bon, ils ont pu se tromper. Parce que les étuis à lunettes, ça peut se ressembler aussi, voilà, ils ont pu faire erreur, hein, de bonne foi. Mais la raison principale pour laquelle j'écarte cette hypothèse, c'est que Monique a été vue pour la dernière fois dans le secteur de la Bergerie, dans le cirque de Morgon, en bas du pic du Morgon. Depuis les crêtes, il est possible de descendre dans le cirque de Morgon à travers les alpages. C'est ce qu'on a fait avec Franck et Pierre-Alain. Ça ne présente pas de risque particulier et donc on peut revenir facilement jusqu'à la Bergerie. Il faut juste contourner un moment une barre rocheuse. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Si l'on s'efforce de faire preuve de bon sens, cela signifie que Monique, elle a très certainement eu son accident entre la Bergerie et le parking du Grand Clos. Et il se trouve qu'entre cette bergerie et le parking du Grand Clos, il y a justement une autre zone là qui est peut-être encore plus dangereuse que la ligne de crête. C'est la zone des portes de Morgon. Pour revenir au parking du Grand Clos, depuis les portes de Morgon, il faut reprendre le même chemin forestier qu'à l'aller. Cette zone, elle est plus risquée parce qu'elle est faussement sécurisante. Sur la ligne de crête, on voit le danger, donc on est plus prudent. Sur cette portion finale avant le parking, eh bien, on ne voit pas le danger, En plus, les gens, là, en général, ils ont l'impression d'avoir fait le plus dur, ils ont hâte de rentrer chez eux. Je pense que leur vigilance peut se relâcher. Donc, si on ajoute la fatigue, les jambes qui flagellent, ça peut vite mal tourner. On va écouter maintenant Franck dans une petite vidéo. Alors Franck, toi tu es vraiment un expert en montagne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet endroit ? Là on voit bien qu'il y a des zones vraiment intéressantes parce que ça commence par des toboggans ou des fortes pentes, comme ici d'ailleurs. Et ça se termine par des falaises. Donc c'est typiquement le genre d'endroit où on tombe. Il n'y a pas de rebord, il suffit que quelqu'un regarde son portable. Le chemin tourne, il tire tout droit et quand il a mis un pied là, il perd l'équilibre. On peut plus s'arrêter et en bas du toboggan, c'est la falaise. Donc le corps, dans ce cas-là, se retrouve au pied de la falaise. C'est ce qui se passe souvent en montagne. Et le problème, c'est que les gendarmes, quand ils font des recherches par hélicoptère, les corps se sont enfoncés dans la végétation et par hélicoptère, on ne les voit pas. Un autre détail peut nous laisser penser que Monique a pu tomber dans un ravin, a pu avoir un accident fatal. On va revoir maintenant la dernière photo qui a été prise d'elle ce 2 juin 2015. On voit qu'elle portait à la main un mini caméscope. Et maintenant on va écouter Bruno de la RPD des Hautes-Alpes qui nous donne une information qui est plutôt pertinente. Une chute, ça peut arriver, surtout que quand on a des appareils photo, on fait pas spécialement attention à la distance et l'objectif fausse beaucoup les distances. Donc un accident, c'est vite arrivé avec un appareil photo. Oui, puisque Bruno dit est tout à fait juste. Il y a beaucoup d'accidents en montagne qui arrivent à des gens qui ont l'œil dans un appareil photo, quoi. Ce cas de figure d'une chute de Monique pendant qu'elle était en train de filmer au caméscope, il paraît très crédible, parce que sa sœur Annick Aubert, elle a déclaré dans une interview à Radio d'ici que Monique, elle avait tendance à toujours vouloir regarder au caméscope.
Elle avait toujours l'œil dans le caméscope. Autre point à mentionner, le risque d'une chute, il est encore accru avec un sac à dos sur les épaules, car son poids peut vous déséquilibrer et vous entraîner. J'ai pu en faire l'expérience cet été. Ça peut arriver très très vite, hein. Soit dit en passant, je dois dire que même si je ne l'envisage pas ici, quand quelqu'un se tient au bord d'un ravin, au bord d'une falaise, on peut aussi le pousser. Voilà, les gens rigolent souvent lorsqu'on parle de pousseurs en série, hein. Ils pensent que ce sont des idées farfelues. Mais voilà, quand quelqu'un est seul au bord, s'il porte un sac à dos sur les épaules, c'est très facile, hein. Vous poussez sur le sac à dos et c'est terminé, quoi. C'est terminé. On peut commettre le crime parfait. Alors attention, je suis pas là pour donner des idées, mais bon, c'est juste pour voilà, pour sortir du monde des bisounours. Il y a probablement un certain nombre de crimes qui ont été commis de cette façon dans le monde, peut-être pas en France, mais bon, ça a dû arriver. Et s'il n'y a pas de témoin, il est rigoureusement impossible de savoir si cette personne n'a pas fait une simple chute accidentelle, hein. Je veux dire, on peut pas faire la différence. Donc je vais revenir sur les recherches. Pour moi, loin de moi l'idée de dénigrer le travail qui a été fait lors des recherches. Des hélicoptères ont survolé la zone, mais ils ont pu louper le corps de Monique, hein. Ils ont pu le louper, hein. Parce que lorsqu'un corps tombe comme ça, il pénètre dans la végétation qui se referme derrière lui. Et son corps devient invisible. Voilà, Franck me l'a encore bien expliqué cet été. Comme l'a dit Franck, ce qui est important, c'est de fouiller le bas des falaises. J'ai relevé que ça l'a été fait aussi, à certains endroits, a priori. Mais bon, il n'est pas impossible qu'on ait manqué le corps de Monique, hein. Détail aggravant, et ça c'est encore un problème, un handicap, c'est que Monique, elle portait une tenue noire le jour de sa disparition. Cette couleur, ça se repère difficilement de loin. En montagne, on a plutôt intérêt à porter des couleurs vives. Voilà. En jungle, c'est déconseillé, hein, pour ceux qui connaissent mon travail. Mais là, c'est le contraire, j'ai envie de dire, hein. Bon, c'est vrai que lors de mon séjour sur place cet été, on a essayé avec Franck et Pierre-Alain de descendre en dessous du sentier entre les portes de Morgon et le parking pour essayer de voir par nous-mêmes. Alors attention, je tiens à préciser que nous n'avons jamais pris de risques inutiles, hein. Grâce à Francky qui connaît bien les lieux, qui connaît bien les dangers de la montagne. Francky nous a permis de trouver des passages sûrs, mais bon, on a essayé de descendre et maintenant vous allez voir quelques petits extraits vidéo tournés. Donc voilà, là on est sur un piton rocheux dégagé, c'est un lieu d'hivernage de chamois, bouquetins, chevreuils. Et on est en aval, dans la forêt de Boscourdon, en aval du sentier qui passe en haut du pierrier. Là on le voit, en haut du pierrier, on voit une ligne horizontale. Et donc on voit bien ce qu'on décrivait l'autre jour, c'est-à-dire les toboggans dans lesquels on peut glisser, qui nous emmènent au-dessus des falaises et qui font chuter les gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un chute, la plupart du temps, il n'est pas mort sur le coup. Parce que, en fait, le choc est tellement violent que ça débranche les organes abdominaux, le foie, la rate, etc. Et les gens, souvent, ils peuvent vous parler, mais ils sont condamnés et dans quelques minutes, ils vont mourir. Il arrive aussi que des gens qui chutent près de grottes, comme là, on voit à la base des falaises, s'ils sont pas décédés, qu'ils ont encore la possibilité de se déplacer en rampant, par réflexe, ils s'enfoncent dans les grottes pour se mettre à l'abri. Voilà, pour rechercher une sensation de sécurité. Là, c'est vraiment inaccessible. D'ici, avec les jumelles, on a une assez bonne vue à l'intérieur des grottes, donc on voit rien qui attire l'œil, pas de couleur flashy. Voilà, c'est bien. Il faudrait peut-être essayer de descendre. Ça aurait été intéressant d'aller dans la végétation à la base du pierrier pour voir si on ne peut pas retrouver des restes au moins de vêtements.
Donc là on est avec les copains Franck et Pierre-Alain, on est en dessous du sentier, environ 90 mètres. On est descendu hors sentier parce que si une des randonneuses a disparu après avoir glissé depuis le sentier, si elle est tombée, elle a pu potentiellement tomber dans cette zone. Donc là on est en train de jeter un coup d'œil et l'endroit est assez escarpé comme vous pouvez le constater par vous-même. Comme vous l'avez compris, nous n'avons rien trouvé malheureusement lors de cette sortie sur le terrain, mais bon, ça a été quand même très instructif. C'est que vraiment quand on va sur place, vraiment dans ces environnements assez hostiles, sur ces terrains très accidentés, là on se rend compte vraiment de la difficulté de la tâche. C'est vraiment épuisant, c'est très difficile de s'orienter, c'est vraiment... Et puis bon voilà, encore faut-il chercher au bon endroit. On comprend mieux pourquoi on ne retrouve aucun corps par moment. Dans le cas de Monique, la thèse accidentelle semble s'imposer, mais bon, en l'absence de corps, le doute reste permis. Voilà, y a un doute qui persiste quand même. Ce qui est troublant, c'est que 20 ans avant les disparitions de Monique Thibert et Marie-Christine Camus, il s'était déjà passé un fait divers inquiétant exactement dans la même zone. Le mardi 20 juillet 1995, Lucie Mancacrez, une randonneuse de 63 ans, fait une randonnée avec un groupe d'amis dans le massif du Morgon. À un moment donné, Lucie s'éloigne d'eux pour aller cueillir des fleurs. On ne la reverra jamais. Incapable de la retrouver, ses amis préviennent les autorités. Les gendarmes lancent une opération de recherche. D'importantes recherches vont être menées avec des moyens aériens. Des équipes au sol vont quadriller le secteur. En vain. Les recherches concernant la randonneuse portée disparue n'aboutiront jamais. Lucie Mancacrez s'est, elle aussi, envolée. Étant donné son ancienneté, malheureusement, on trouve peu d'informations sur cette affaire. Je n'ai trouvé qu'un seul article à son sujet. En résumé, 3 femmes ont disparu sans laisser de traces en 2 décennies dans le même périmètre sur le massif du Morgon. C'est un fait, dans la région d'Embrun, ces 3 disparitions non élucidées de randonneuses ont marqué les esprits. Beaucoup de gens du coin se posent des questions. Ils ont trouvé ça bizarre à l'époque, ils ne parviennent toujours pas à s'expliquer ce qui s'est passé. Il y a quand même des points communs entre ces 3 personnes. C'était toutes les 3 des femmes, sexagénaires, elles avaient à peu près le même âge. Donc Bruno de la RPD des Hautes-Alpes m'a quand même expliqué que c'était normal, a priori. La majorité des adeptes de la randonnée sont des seniors. En ce qui concerne l'apparence physique de ces personnes, je n'ai pas pu voir de photos de Madame Mancacrez, malheureusement. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une affaire trop ancienne. Mais ce qui est sûr, c'est que Monique Thibert et Marie-Christine Camus étaient toutes les 2 brunes. Il y avait peut-être une ressemblance. Autre point commun, ces 3 personnes ont disparu sans raison apparente. Bon, je vais mettre le cas de Madame Camus à part, parce que je considère qu'il y a certainement eu un acte criminel derrière sa disparition. En ce qui concerne Madame Thibert et Madame Mancacrez, il faut faire preuve d'objectivité. La probabilité qu'elles aient eu un accident est très élevée. Détail anecdotique que j'ai relevé, elles ont toutes les 2 disparu un mardi. Hein, c'est sûrement un hasard. On va avancer vers la conclusion de ce dossier, des disparus de Boscodon. Et on va écouter un enregistrement audio de mon ami Pierre-Alain, qui travaille aussi à l'RPD. Et voilà, c'est la moindre des choses de l'entendre, parce qu'il a été d'un grand secours cet été. Je le remercie encore. On va l'écouter parce qu'il va nous faire une petite synthèse sur ces 3 disparitions. Ces 3 affaires, pour moi, aujourd'hui après enquête, ne sont pas liées. Il n'y a pas une seule même cause sur ces 3 disparitions. Il n'y a pas, comme j'aurais pu le penser à un moment, de tueur en série. Nordal de Landé n'est certainement jamais venu dans ces montagnes. 2 de ces affaires, donc Monique Thibert et Lucie Manca, à mon avis, des accidents. Quant à la 3e affaire, Marie-Christine Camus, il s'agit certainement d'une hypothèse criminelle avec le maquillage de cet assassinat par un départ en randonnée avec une voiture laissée sur le parking, ou un assassin opportuniste.
Vous allez maintenant écouter une interview assez longue que j'ai réalisée avec Monsieur Gandois, qui est le maire des Craux, sur les territoires duquel se trouve l'abbaye de Boscodon. On a enregistré cette interview avec des masques, Covid oblige, donc je suis désolé pour la qualité audio, le son n'est peut-être pas optimal, mais bon, on a fait au mieux vu les circonstances. On écoute cette interview et on se retrouve juste après. Alors nous sommes le lundi 17 août 2020, je suis en compagnie de Monsieur Gandois qui est le maire des Craux, donc une petite commune qui est juste à côté de la forêt de Boscodon. Monsieur Gandois, à l'époque des disparitions de Madame Camus en 2016, était passé dans les médias, notamment au sujet de ces disparitions et notamment sur Radio d'ici, et il avait fait part de son étonnement par rapport à ces disparitions. Monsieur Gandois, est-ce que vous vous rappelez un peu de ces disparitions, sachant que maintenant ça remonte à plusieurs années? La dernière, donc c'est pour mémoire, c'était Madame Camus. Elle avait disparu le 25 décembre 2016. Donc on a retrouvé sa voiture sur un parking proche de l'abbaye de Boscodon. Après, c'est le mystère total. Oui, non, de cette affaire-là, je m'en souviens très très peu, parce que je pense que il y avait dû y avoir peut-être un entrefilet dans le Dauphiné, mais il n'y avait pas eu de grosses démarches. Je me rappelle un poil plus de la disparition de la dame dans l'été, là, mais... Alors, on va plus parler de l'affaire de Madame Thibert, Monique Thibert, qui avait disparu donc en juillet 2015. Une affaire qui a fait quand même du bruit dans le coin, hein. Bah écoutez, oui, je sais pas si ça avait fait du bruit, mais je me rappelle donc juste que voilà, effectivement, pompiers, gendarmes, enfin ça avait animé un peu le territoire. Madame Thibert a été revue pour la dernière fois près de la bergerie. Et elle a pu disparaître à ce moment-là entre la bergerie et puis le parking du Morgon en redescendant. Enfin, normalement, on suit le chemin, il n'y a pas de raison de se perdre. Ben, selon moi et puis des amis avec qui j'y suis allé aujourd'hui, elle a pu peut-être disparaître vers les portes de Morgon. Là, vous savez justement le chemin qui redescend. Il faut quand même se méfier. C'est faussement rassurant parce que si on s'approche trop du bord. D'accord, c'est sûr que oui. Normalement, on ne doit pas quitter le chemin. Hein. À certains endroits, c'est vrai que c'est un peu. Si on sort du chemin, on risque de faire un plongeon important, quoi. Mais bon. Parce que ça, le problème, c'est qu'elle a quand même disparu sans laisser de traces. Hein. Enfin, on a juste retrouvé son étui et les lunettes. Madame Camus, pareil. Hein. Mais je pense que Madame Camus, il n'est pas du tout certain qu'elle soit montée faire la randonnée. C'est pas sûr. En tout cas, Monique Thibert. Oui, c'est difficile. Le 5 décembre, il y a la neige et tout ça. Je pense pas qu'on puisse aller jusqu'au Morgon, là. Il n'y avait pas de neige a priori, mais bon, c'est pas les conditions idéales. Je pense qu'elle a peut-être voulu faire une petite balade. Elle a peut-être été agressée et enlevée près de sa voiture. Ça expliquerait pourquoi on l'a pas retrouvée dans la forêt de Boscodon. Ouais. En ce qui concerne Madame Thibert, on est sûr qu'elle est partie faire la randonnée, ça on en est sûr. Ben, il me semblait qu'elle était soit en famille, soit un groupe d'amis. Enfin, Elle était en groupe d'amis, ouais. Mais elle s'est séparée d'eux à un moment. Elle s'est séparée, je crois qu'elle est précédée, elle était partie avant eux. Et voilà, on ne l'a jamais revue en fait, c'est ça le gros problème. C'est ça qui est assez affolant avec ces disparitions, les gens qui s'évaporent. Si c'est un accident mais que c'est un endroit où les gens ne promènent pas, c'est difficile. Hein. On est en montagne hein, quand même, donc c'est vrai que c'est vite fait de... S'il y a une chute accidentelle et qu'on tombe dans un ravin... Pas par un chasseur ou un chercheur de champignons, mais si c'est des ravins comme ça, ils y vont pas, quoi. Puis j'ai pu constater que l'endroit est très escarpé, parce qu'on y allait plusieurs fois là, et ouais, c'est voilà, peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera quelque chose, mais bon, c'est vrai que je pense qu'il doit plus rester grand chose quand même. Peut-être ses vêtements, parce qu'elle avait une tenue quand même, elle avait une tenue de sport. Ouais. Mais bon. Vous avez interrogé la famille là ou sur ce truc-là ou... Ah non, j'ai pas du tout contact avec la famille, hein. Pas déranger la famille. Hein. Je préfère faire ça un petit peu. Après, si les familles veulent me contacter, pourquoi pas. Mais bon, on fait ça pour vraiment. C'est aussi pour honorer la mémoire aussi de toutes ces personnes qui disparaissent, parce qu'on en parle d'elles un peu sur le moment, puis après malheureusement elles tombent dans l'oubli. Moi, c'est bien déjà. Je vais reparler de tout ça. Je vais reparler moi de ces deux affaires.
Ce que j'essaie de faire aussi, c'est pas uniquement, vous voyez, parler d'affaires mystérieuses, tout ça. C'est aussi faire un travail un peu de pédagogie aussi. Parce que justement, on en a profité cet après-midi pour filmer, pour rappeler que la montagne est dangereuse. Et que même en été, comme ça, faut être très prudent, même en été, parce que un drame est vite arrivé. Ah, c'est vite arrivé, ouais, c'est sûr. Oui. En été, en hiver, oui, c'est... Voilà, on est dans la haute montagne, là, quand même, donc faut faire gaffe, quoi. Il faut rester très humble par rapport à la nature. Par chance, il n'y a plus eu aucun drame depuis 3 ans et demi dans la forêt de Boscodon. Espérons vraiment que ça va durer. Oui, c'est sûr. Faut éviter de se retrouver encore dans l'actualité avec ce type d'événement, c'est sûr. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Merci bien. Lionel, je viens de regarder la première affaire, mais je n'ai pas voulu écouter les commentaires parce que je veux pas être influencée. Je crois que je vois très bien pour cette personne perdue à l'abbaye avec sa voiture. En fait, elle est pas allée à l'abbaye. Moi, je vois un homme qui la tue, il l'étouffe. Il a laissé la voiture auprès de l'abbaye pour faire croire qu'elle était partie faire une randonnée, mais en fait, elle est dans une sorte de crique, il l'a jetée dans une sorte de crique, et il est descendu après tant bien que mal, il a recouvert de branches comme il a pu, et il est reparti. Et en fait, on la recherche là où il faut pas. Elle n'est ni dans la maison de son ami, elle n'est pas retournée chez elle, mais elle n'est pas non plus à l'abbaye. Elle est entre l'abbaye et sa maison, en pleine campagne, en pleine montagne, et ensuite il a pris la voiture et il a déposé la voiture là-bas. Alors je ne sais pas comment il est rentré, sûrement à pied, ou il avait mis un vélo dans le coffre, enfin je ne sais pas, ou dans la voiture pour rentrer en vélo, c'est possible, et il a fait ça, il faisait nuit quasiment. Maintenant, j'écoute les commentaires. C'est passionnant. Alors, je voulais vous dire que c'est merveilleusement filmé. Vous êtes un professionnel, il faudrait que vous sortiez de que vous ne vous arrêtiez pas à YouTube et que vous ayez des émissions télévisées, des choses comme ça, ou alors vous faites carrément des films, je sais pas, mais c'est tellement bien filmé, les musiques sont toujours parfaitement choisies, votre ton, votre justesse, vraiment, moi je suis fan, hein. La deuxième a eu un accident, et d'ailleurs c'est ce que vous dites, hein. Vous ne la retrouverez jamais, elle a fait une chute terrible, elle est morte, même pas sur le coup, la pauvre, elle a souffert, elle était blessée derrière la tête, à la colonne vertébrale, à une jambe, enfin, c'était assez atroce, et elle est morte au bout de 2-3 jours, mais personne ne l'entendait. On ne la retrouvera jamais, mais la deuxième c'est un accident. Ce que je vois, c'est qu'elle s'est fait mal au pied. Je vois que sa cheville, tout d'un coup, fait comme un angle droit. Et ça l'a déportée, elle a tellement eu mal, ça l'a déportée dans le vide. Elle a marché sur un caillou qui lui a mis le pied de travers ou sur une bosse, enfin voilà. Et elle a eu très mal et elle est tombée. Voilà. Peut-être le pied gauche, je sais pas. Mais Lionel, vous avez montré le lieu où je la vois tomber, où votre ami parle. C'est là où elle est tombée. Et il dit qu'on ne meurt pas de suite. Et c'est ce que je vous disais. Elle a souffert, elle n'est pas morte de suite. Après, elle est morte très vite. Mais c'est exactement le lieu que je vois. Mais c'est là, c'est exactement ce que je voyais. Ça fait comme un V un peu la descente, la chute. C'est exactement ça. Elle est en bas là. Ça n'est pas fini, ne partez pas. On va maintenant prendre un petit peu de recul. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que le pic de Morgon, le lieu de ces disparitions,
c'est tout près du parc national des Écrins, dans les Hautes-Alpes. Et il se trouve que dans ce parc national, il y a eu énormément de disparitions irrésolues ces dernières décennies. Il y a des dossiers assez anciens, l'un d'eux remonte à 2001. On va citer l'exemple de Guy Maréchal, un homme de 41 ans qui a disparu lors d'une sortie sur un sentier en juillet 2001. Mais il y a des dossiers beaucoup plus récents. En fouillant dans les articles de presse, je me suis rendu compte qu'il y a eu 2 disparitions de randonneuses inexpliquées rien que pour l'année 2016. L'année 2016, c'était l'année de la disparition de Madame Camus. En plus, ces 2 randonneuses ont disparu dans le même secteur. Premier dossier, le lundi 16 mai 2016, une randonneuse de 56 ans dont le nom n'a pas été rendu public a disparu dans la nature à l'occasion d'une randonnée. Sa voiture a été retrouvée vide à La Chapelle en Val-Gaudemar. Un peu comme Madame Camus, soit dit en passant. Hein. Bien sûr, les pouvoirs publics ont tenté de la retrouver, mais bon, ils n'ont pas réussi. Notons que La Chapelle en Val-Gaudemar ne se situe qu'à environ 40 km à vol d'oiseau du pic de Morgon. C'est juste à côté, quoi. Ça, c'était le premier dossier. Second dossier. 2 mois et demi plus tard, à peine, une autre femme a disparu au même endroit. Le 3 août 2016, une randonneuse de 76 ans de Gap, appelée Gisèle Alberto, a été aussi portée disparue, toujours près de La Chapelle en Val-Gaudemar. Là encore, il y a eu une opération de recherche massive, mais on ne l'a jamais retrouvée. Voilà. Donc c'est vraiment affolant, c'est vraiment terrifiant toutes ces affaires de personnes qui disparaissent de la surface de la Terre, comme ça. Moi, comme je le dis souvent, une sortie de la nature, ça devrait toujours rester un moment de plaisir. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut essayer de rester prudent. Et je pense qu'un des premiers conseils basiques à suivre serait déjà d'éviter de randonner seul en montagne. Hein. Même si ça a son charme, je dois reconnaître. Hein. Essayez de partir à plusieurs dans la mesure du possible. Emportez votre portable. Voilà. Emmenez un sifflet. Une couverture de survie, etc., etc. Voilà. Pour terminer, parce qu'il faut bien conclure un jour, souhaitons que toute la vérité soit faite un jour sur les affaires de Monique Thibert, Marie-Christine Camus, Lucie Mancacrez, ainsi que les autres dossiers. Espérons qu'un jour on retrouvera des restes. Ça n'est pas impossible, hein. On voit bien que dans certaines affaires, on peut retrouver des ossements des années après. Ça a été le cas notamment en août 2015. On a découvert par hasard des ossements justement dans le parc national des Écrins, plus précisément à Saint-Maurice en Val-Gaudemar. Voilà. Après analyse, on s'est rendu compte que ces ossements appartenaient à un jeune homme appelé Romain Bironneau, un étudiant parisien de 24 ans qui avait disparu lors d'une randonnée en 2011. On a donc retrouvé ses restes 4 ans plus tard. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à la liker, mettez un pouce bleu. Pensez à partager cette vidéo aussi, vraiment, si vous voulez vraiment m'encourager, m'aider à faire connaître mon travail. Si vous aimez mon contenu, pensez à vous abonner à la chaîne aussi, en activant la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Merci à vous en tout cas. Pour le reste des remerciements, écoutez, je vous propose de regarder la suite.